On a vu tout au long des derniers podcasts que la Chine socialiste essaie de repenser l'universalisme, le repenser en se démarquant d'une certaine lecture des droits de l'homme et en se réenracinant dans une certaine lecture de concepts inspirés de sa propre tradition. Et peut-être que Zhao Tingyang, notamment dans Tianxia, tout sous un même ciel, Zhao Tingyang est peut-être l'un de ces penseurs caractéristiques de ce renouveau philosophique qui essaie de repenser l'universalisme à la chinoise à partir de concepts spécifiquement chinois. Mais ce concept de Tianxia se heurte du coup lui-même à la même objection récurrente. Il exprime une idée née sur un certain sol culturel particulier, et l'objection d'un universalisme abusif, d'un particularisme au fond boursouflé, risque de se retourner contre lui. Quelques auteurs ont déjà souligné ce problème et en sont au fond restés sur une aporie de type sceptique. On pense par exemple à Robin Seligheitz dans son article « Trois types de cosmopolitisme, libéralisme, démocratie et Tianxia » dans le Yearbook of Eastern and Western Philosophy, 4e volume paru en 2019. On pense aussi à Zhao Tingyang qui pose le problème, qui reconnaît le problème et tente d'y parer en affirmant que, je le cite, « Si le Tianxia appartient à la Chine, sa signification appartient au monde ». C'est ce que dit Zhao Tingyang dans un essai sur le système Tianxia, Tianxia Tixi en chinois, Introduction à la philosophie de l'institution mondiale, paru en 2005. Le concept de Tianxia a une histoire proprement chinoise qui commence en Chine ancienne sous les Shang et les Zhou, donc il y a plus de 3000 ans de cela. C'est d'une considération sur cet héritage culturel que part Zhao Tingyang pour essayer de redéfinir les caractéristiques d'un nouvel universalisme à la chinoise, capable de répondre aux défis actuels de la mondialisation. Que signifie ce concept de Tianxia ? Eh bien, pour le comprendre, Zhao Tingyang propose une archéologie du concept qui est apparu en Chine ancienne, donc sous la dynastie Zhou qui s'étend de moins 1046 à moins 256 avant Jésus-Christ, et semble se structurer autour de 3 sens distincts et interdépendants. Un sens géographique, le Tianxia a d'abord un sens géographique, c'est un certain territoire, il a un sens psychologique et il a enfin un sens politique. Zhao Tingyang souligne abondamment que le concept est une solution politique apportée à des problèmes politiques particuliers susceptibles d'être comparés, selon lui, à ce que rencontre la Chine contemporaine aujourd'hui sur l'échiquier géopolitique des relations internationales. Le pacifisme qu'il implique sera utile car, je le cite encore, je cite Zhao Tingyang, en distinguant la politique de la lutte des contraires de celle qui cherche à fondre le dehors en dedans, on montrera que la politique dont le concept est fondé sur la lutte des contraires n'exprime pas une vraie politique, mais simplement les affrontements ou la guerre. Fin de citation. Il s'agit de donner un espoir à l'idée que la politique puisse être autre chose qu'une continuation de la guerre par d'autres moyens, comme on a l'habitude de le dire ici, en Occident. Rappelons avec Zhao Tingyang ce que signifie l'essence géographique, psychologique et politique du Tianxia. C'est dans le livre des Odes, le classique des poèmes, que vous trouvez facilement en langue française désormais, c'est dans ce classique des Odes ou des poèmes qu'on trouve la première mention de ce concept de Tianxia. Dans son sens géographique, il y signifie, je cite, « tout ce qui est sous le ciel et qui appartient au souverain ». Tianxia désigne ici le monde dans sa totalité incommensurable, réduite par la limitation des moyens de communication aux 9 provinces, Jiuzhou,
l'au-delà ingouvernable de ces frontières étant désigné par l'expression des 4 mers, Sihai, les 4 mers. Guangzhong est le livre des montagnes et des mers, Shanhaijing en chinois, en fixe à peu près les mêmes dimensions, 28 000 li d'est en ouest, 26 000 li de nord au sud. Vous voyez dans le Guangzi méthode d'exploration de la Terre, texte également cité par Zhao Qingyang, à la page 73, soit environ, pour le dire en kilomètres, 11 600 km d'est en ouest et 10 800 km du nord au sud. Cette référence textuelle nous met face à un paradoxe. L'universalisme à la chinoise s'est historiquement constitué à partir d'un territoire plus ou moins limité, bordé par des frontières. Comment une doctrine de l'universel peut-elle s'étendre au tout si elle se reconnaît des limites ? Si cette doctrine se reconnaît comme particulière, comment peut-elle en même temps prétendre être universelle ? Il y a contradiction, et c'est à cette contradiction que tente de répondre la doctrine de l'universalisme à la chinoise, bien sûr. Comme le rappelle Étienne Balibar, notamment dans cet article « Les nouvelles frontières de la démocratie européenne » paru dans la revue Critique internationale 2003, numéro 18, dans cet article sur la complexité des types de frontières qui se superposent dans l'Union européenne, la définition et la maîtrise des frontières, essentiellement territoriales, commerciales, bancaires et informatiques, sont des questions cruciales pour la souveraineté effective des États. Ce qui fait aujourd'hui la particularité du nouveau paysage chinois depuis Deng Xiaoping et la mise en place de la politique de réforme et d'ouverture en 1978, dans un contexte d'affirmation de la souveraineté chinoise, c'est la stratégie du libre-échange, comme instrument efficace pour le rayonnement de la cause du communisme ou du socialisme, c'est-à-dire le pari de faire jouer les frontières comme des moyens de communication des valeurs socialistes, sans leur permettre de devenir pourtant perméables à l'influence des valeurs occidentales. Sur ce point, vous voyez évidemment le fameux document numéro 9 de Xi Jinping. La stratégie n'est plus d'affronter le capitalisme derrière des frontières closes, mais en échangeant librement avec lui, de l'infiltrer, de l'encercler, de le déborder, de le contourner ou de le digérer en quelque sorte. Ouverture donc, mais non pas soumission, ni même porosité. Alors, au sens psychologique maintenant, venons-en au sens psychologique du Tianxia qui désignait, je cite, le sentiment populaire. C'est ce que nous dit Zhao Qingyang dans le texte que j'évoquais plus haut. Le sentiment populaire, il s'agit de le gagner, et il ne s'agit pas de soumettre le peuple par la crainte pour assurer la paix. Zhao Qingyang justifie ce sens psychologique du Tianxia par des citations de Guanzhong et de Xunzi, je vous y renvoie. Ce sentiment, c'est plus exactement le consentement du peuple au choix des décideurs politiques. C'est ce climat psychologique, synonyme d'harmonie, qui, même en régime monarchique, la Chine ancienne n'ayant absolument jamais connu d'alternative à ce régime monarchique. C'est ce sens ou ce climat psychologique, synonyme d'harmonie donc, qui sert de critère de légitimité. C'est cette caractéristique qui fait au moins partiellement défaut à la mondialisation libérale ou à l'universalisme des droits de l'homme, spécialement pour les pays colonisés, nous sommes d'accord, dont l'intention impérialiste et colonialiste s'est exprimée sans phare tout au long de la période moderne, disons 18, 19, 20e siècle, et sur tous les continents. Et c'est sur ce critère du consentement susceptible de construire une harmonie plus durable que celle qui est extorquée par la force ou la ruse,
que s'appuyait le modèle antique de civilité. Je cite Zhao Tingyang encore, ou je cite Confucius cité par Zhao Tingyang, ainsi l'harmonie supplantait la rivalité, d'où la formule classique « la pratique des rites a pour but de privilégier l'harmonie », formule extraite des entretiens de Confucius au chapitre 1. Et c'est dans cette perspective que nous semble devoir être compris les encouragements au processus civilisateur de la Chine en particulier et du monde en général, réaffirmés dans la formulation du deuxième objectif de centenaire ou dans les discours de politique internationale de Xi Jinping. On pense par exemple au principe confucéen de l'harmonie respectueuse de la diversité, ou, je cite, de faire la paix comme étant la meilleure solution. Vous voyez, toute formule extraite des entretiens de Confucius est reprise par Xi Jinping, notamment dans le discours « Construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité », discours du 18 janvier 2017, dans le deuxième tome de la gouvernance de la Chine à la page 679. Bien, après avoir évoqué ces sens géographiques et psychologiques du Tianxia, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine discussion pour parler du sens proprement politique de ce concept du Tianxia, concept qui fonde l'universalisme spécifique de la doctrine socialiste chinoise. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous et je vous donne donc rendez-vous à très vite.